Ma première question, elle sera pour Philippe Schmitt. Et pour les constructeurs qui sont présents dans la salle, Philippe, est-ce que le coup de frein donné par les élus à la construction neuve, qui semble évident, il est réel, est-ce que les maires donc, sont devenus des sortes de dogmatiques du zéro artificialisation? Comment vous voyez les choses, vous? Comment vous l'analysez? Eh bien, moi, quand je pense à cela, je n'oublie pas qu'il y a 600 000 élus locaux en France. Donc là, on a évidemment vu des maires de grandes villes métropolitaines. C'est pas si facile de faire un constat généralisé. En substance, enfin, moi, j'observe de mes quelques contacts, et encore une fois, tout ce sujet est assez nouveau, hein. Et je pense même qu'il y a des élus locaux qui ont un peu du mal à bien comprendre exactement quelles sont les obligations nouvelles qui vont peser sur leurs documents d'urbanisme. On manque de recul parce que la loi climat et résilience, elle vient d'être votée, quoi. Elle vient d'être votée. Ce qu'il faut juste essayer de comprendre, si je puis faire rapidement, c'est qu'on est à l'articulation de plusieurs enjeux. D'abord, la problématique foncière, voilà, elle est présente parce que elle nous vient des enjeux climatiques, lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi adaptation au changement climatique. On ne peut pas développer tous ces sujets, et également les sujets de biodiversité. Et la loi climat et énergie nous dit, OK, maintenant on va arrêter l'étalement urbain. Ça nous pose, nous, un sujet. Notre conseil d'administration avait pris des positions un peu d'émotion quant au caractère ultra technique, ultra mécanique des dispositions de la loi. En substance, aujourd'hui, il faut bien comprendre ça, c'est essentiellement, cette problématique de ZAN, c'est essentiellement une interpellation des documents d'urbanisme par cascade. L'État qui dit aux régions, vous allez faire votre schéma régional, voilà, vous allez diviser par 2 au regard de... Je suis désolé, mais il y a un écho très important quand moi je parle. On dit aux régions de faire le travail. Avec le SRADET, donc le schéma régional, on interpelle le document d'en dessous, premier document local qui est le SCOT, qui interpelle le document PLU. Donc par effet cascade, on est dans une approche très mécanique, ce qui me fait parler, mais je ne suis pas le seul à utiliser cette expression qui va faire Flores, véritablement dans une notion d'urbanisme quasio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une interpellation de l'État dans les territoires extrêmement forte. Lorsque des élus commencent à sortir le PLU, eh bien l'État arrive avec son gros marqueur rouge et commence à dire non, pas ça, etc. Et aujourd'hui, on a un enjeu, c'est ce qu'il nous faut construire, mais y compris avec l'ensemble des promoteurs et l'ensemble des acteurs de toute la filière de la construction de la ville. Il nous faut essayer de réinventer complètement un autre modèle. Quand on dit un urbanisme à la Casio, ça veut dire qu'on sort la calculette. Pour l'instant, il n'est presque question que de ça. Ouais. On sort la calculette. Alors, on voit qu'il y a un enjeu de gouvernance, hein, c'est très clair dans vos paroles. Quels sont les autres enjeux, Philippe? Dans l'association, en fait, on a très vite dit qu'il s'agissait avant tout d'un enjeu de posture et d'un enjeu de culture, ou autrement dit, c'est avant tout un enjeu de société. Et on a bien plus d'une fois critiqué l'approche très descendante, parce que c'est quand même une loi très normative, très descendante, qui vise en fait à responsabiliser les élus locaux pour qu'ils se retrouvent seuls face à ce qui est un débat de société, dont on aurait pu imaginer que ce débat de société, parce que je crois que dans votre film d'ailleurs vous le soulignez, qu'il y a une contradiction entre les attentes d'une population et la capacité de faire pour répondre à leurs attentes. En substance, on sait encore très bien, et puis Covid aide en particulier, à ce que l'attente des maisons, sur maisons individuelles, etc., ne fait que grandir. Or, nous, évidemment, notre modèle, il va falloir inventer quelque chose d'autre. Et c'est cette autre chose d'autre, voilà, qui aujourd'hui est difficile à construire, et nous aurions aimé qu'au lieu d'avoir une loi qui ne fait que culpabiliser les élus locaux, parce que c'est ainsi qu'elle a été présentée, ou pour beaucoup d'élus, c'est ainsi qu'elle a été ressentie, nous aurions préféré que ce soit une loi qui amène à un débat de société de fond sur le mode d'habiter, d'occuper et d'aménager les territoires.
Voilà. Mais c'est tout le chantier des années à venir. Donc un enjeu d'adaptation de ces exigences au regard des problématiques territoriales actuelles. Oui. Hélène Pesquine, on comprend la complexité d'appliquer le ZAN à l'échelle globale des territoires. Comment est-ce que les collectivités, elles peuvent répondre à ces enjeux? À votre avis, on va parler de sobriété foncière, de production de logements neufs. Est-ce que c'est encore possible, en fait, de votre point de vue? Alors peut-être pour rebondir sur ce que disait à l'instant Philippe Schmitt, effectivement on peut ressentir de manière assez agressive cette injonction au zéro artificialisation nette quand on est soi-même compétent, je parle des collectivités locales en matière d'urbanisme et de logement. Je pense qu'il faut replacer ce débat dans... pour utiliser une image qui est classique dans le développement durable, du global au local. Du global, l'État français doit se prononcer en faveur d'une limitation de l'artificialisation des sols, d'une lutte pour préserver la biodiversité. Et donc les outils globaux, on les comprend d'une certaine manière, les ambitions globales, même je crois qu'elles sont partagées relativement largement, y compris par les élus locaux, les citoyens, les entreprises. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est celle de l'atterrissage, en fait, au sens de Bruno Latour, ou atterrir. C'est-à-dire comment du global et de cette ambition partagée, je crois, de préserver la nature, de protéger ce qu'elle nous permet de faire aussi pour nous adapter nous-mêmes aux effets du changement climatique. Il faut essayer de comprendre comment, sur un sol réel, dans la vie de tous les jours, dans les modèles économiques qui sont les nôtres et les vôtres, on arrive à mettre en œuvre finalement cette injonction. Et c'est là que moi j'ai tendance à proposer de passer de l'injonction très agressive et négative de la lutte contre l'artificialisation à plutôt une démarche plus constructive qui serait de la lutte pour le renouvellement urbain, pour la cohésion sociale, pour la qualité urbaine et patrimoniale. On l'a vu dans votre exemple avec Lons-le-Saunier. Aujourd'hui, avant même de parler de densification, il faut parler d'occupation. On a des territoires entiers qui sont déjà construits, qui ont déjà consommé des ressources pour construire, et qui sont sous-occupés, qu'on parle de lotissements habités par des ménages retraités ou des immeubles vacants dans les centres anciens qui ne sont plus aux normes du confort d'aujourd'hui. Donc, moi, je propose plutôt de penser sous cette forme-là, densité d'occupation plutôt que densité de construction, et de faire travailler les élus. C'est le sens des programmes d'expérimentation qu'on anime au PUCA, dans l'adaptation de cette injonction à ce qu'est réellement leur projet de territoire, en regardant la ville existante, même étalée, c'est-à-dire l'étalement urbain, c'est pas un flux continu. Il y a déjà une ville constituée qui est peu dense, comme une opportunité de renouveler la qualité de leur territoire. Alors je précise comme le PUCA, parce qu'Hélène va le dire plusieurs fois, c'est donc bien le plan d'urbanisme, construction, architecture sous ce logo. Donc vous venez des expériences sur le territoire, des territoires pilotes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples d'aménagements exemplaires et contrainte numéro 2, qui intègre de l'habitat neuf si possible? Alors, qui intègre de l'habitat neuf, je voudrais quand même revenir sur cette idée qu'il faudrait toujours construire plus du neuf. Par rapport à cette question finalement de l'occupation du territoire tel qu'il est aujourd'hui, grande ville comme petite ville, on peut s'interroger je dirais, on pourrait se poser 3 questions. D'abord, pour qui on construit des logements ? Pourquoi on construit des logements et comment on va les construire, ces logements? Et ça renvoie à d'autres questions environnementales que vous avez sans doute évoquées ce matin. Et quand on se pose la question de pour qui on construit ces logements, on voit beaucoup dans nos expérimentations sur les villes moyennes, et notamment celles qui sont indiquées à l'écran en ce moment. Beaucoup de maires de villes moyennes nous disent, dans les programmes Action Cœur de Ville, on veut reloger des grandes familles en cœur de ville. En fait, il y a beaucoup de grandes maisons en périphérie de ces villes moyennes qui pourraient accueillir des familles, et en revanche, qui sont occupées par des gens qui, peut-être, vivraient mieux dans les cœurs de ville, dans des territoires plus denses. Je pense à des étudiants, des jeunes travailleurs, des ménages qui s'installent, des jeunes actifs ou des personnes âgées qui ont besoin de se rapprocher des services, commerce, services de santé, etc. Et donc, il faut aussi penser l'occupation du territoire sur la base de ce qui existe déjà. Dans cette logique de cible, en fait, on ne construit pas du logement pour couler du béton, on construit du logement pour loger des gens. Et il faut donc s'interroger sur les personnes qu'on peut loger dans le patrimoine dont on dispose déjà dans un territoire. Ça pose quand même beaucoup de questions du comment, puisque, évidemment, on s'adresse à des gens différents, des propriétaires fonciers,
foncier. Le foncier est la clé évidemment de la sobriété foncière. Hein. Des gestionnaires de parcs d'activités ou d'équipements commerciaux, des propriétaires de parcelles dans des lotissements qui ne sont pas dans une logique de développement du territoire ou d'aménagement. Et donc il faut arriver à négocier, et c'est un peu le sens, je pense, du projet qui nous attend pour lutter contre l'artificialisation des sols et pour la sobriété foncière, que cette ville négocie, c'est-à-dire qu'un peu chaque projet, finalement, dans une dent creuse, sur une friche requalifiée, grâce au soutien de l'État d'ailleurs, au passage, dans le cadre du plan de relance, ou sur un lotissement qu'on peut être amené à transformer, à densifier, il faudra négocier avec des nouveaux acteurs qui ne sont pas des acteurs institutionnels de la ville. Alors, pour vous donner quand même quelques exemples, qu'on peut voilà, donner dans cette logique de pour qui on construit et comment. Je vous en propose deux. À Périgueux, ville moyenne, donc en l'occurrence du programme dont on s'occupe, a été lancé un programme qui s'appelle Bounty, B-U-N-T-Y, de densification d'une zone pavillonnaire, justement, qui est entièrement négociée avec chacun des propriétaires de logements, dans l'idée que une maison individuelle peut soit se remembrer, se découper, soit accueillir un logement supplémentaire, un studio pour un étudiant, justement, ou un logement dans lequel une personne âgée pourrait s'installer en libérant la maison qu'elle a plus vraiment besoin d'occuper. Un autre exemple à Arras, un peu dans le sens de ce qui était dit tout à l'heure sur Lons-le-Saunier, dans le centre ancien d'Arras, les logements de centre-ville sont tous commandés par un commerce. Et c'est le cas dans la plupart des villes moyennes de France aujourd'hui qui ont un cœur patrimonial. On a 2 ou 3 étages de logements anciens, dégradés, qui sont commandés par le commerce du rez-de-chaussée. Les propriétaires de ces immeubles, en général, comptent sur la rente locative du commerce et donc se privent finalement d'une rente en logement parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas d'intérêt pour eux à remettre en location les logements, et ce sont des logements non occupés aujourd'hui. Donc en fait, ils sont déjà construits. Ils mériteraient, et c'est là qu'on en fait appel au milieu de la construction, ils mériteraient d'être réhabilités, conçus différemment, réaménagés, et peut-être même, et c'est le cas à Arras, de supprimer l'espace commercial au rez-de-chaussée pour leur donner une qualité d'usage. Ça demande du projet, ça demande des travaux, au sens, voilà, ça crée aussi de l'emploi. C'est de la construction, c'est de la production de logements, c'est pas de la construction de... Voilà. Et donc, je pense qu'il faut aussi penser plus production que construction. C'est ce qu'on fait déjà dans le domaine du logement social quand on parle de production de logement social, y compris dans l'existant. Je pense que largement, pour les années à venir, il faut penser production de logement plutôt que construction neuve de logement pour arriver à répondre aux enjeux, et aussi réhabiliter un parc ancien qui demande à être réhabilité et qui sera quand même encore dans 30 ans l'essentiel du parc de logement français. Merci Hélène. Jean-Claude Drian, au-delà de l'objectif ZAN, comment est-ce qu'on fait demain pour loger des Français si d'un côté, on ne peut plus urbaniser de nouvelles terres et de l'autre côté, on n'arrive pas à densifier parce que, bon, globalement, les Français, ils rejettent la densité? Je n'ai pas forcément les réponses à ces questions, mais ce sont des questions absolument fondamentales. Alors, Hélène Pesquine vient d'en évoquer un certain nombre. Je crois que le premier élément, c'est qu'on a, Philippe disait, combien d'élus locaux 600 000, voilà. Beaucoup de communes, une énorme diversité territoriale. Le territoire français aujourd'hui, il ne se réduit pas à un zonage abaissé, il ne se réduit pas non plus à centre périurbain. Enfin, entre le centre et le périurbain, il y a d'autres espaces, etc. Et que la ville de demain, puisque c'était le titre du petit film, en fait, elle existe déjà. Elle est déjà là, très largement, la ville de demain. Il est très important de construire. On continue à construire, mais c'est vrai que par rapport à l'ensemble du marché du logement, la ville existante est aujourd'hui largement dominante. Et je crois qu'il y a un premier enjeu qui est majeur, mais je ne vais pas allonger le propos parce que Hélène vient d'en parler très bien, c'est que il y a une capacité de reconquête, de faire du neuf avec le vieux, quoi, en gros, pour le dire autrement, en restructurant. C'est pas seulement avec quelques petits travaux cosmétiques. C'est pas seulement la rénovation énergétique. C'est aussi parfois la restructuration, faire un logement avec 3, c'est des choses assez lourdes. Et là, je crois qu'il y a des savoir-faire. Ce sont des opérations qui sont évidemment beaucoup plus complexes, mais il y a des savoir-faire qu'il faut continuer à développer de façon importante. Puis, moi, j'ai
par ailleurs une question pour laquelle je n'ai pas la réponse, mais si les logiques de zéro artificialisation nette continuent à se développer, et on comprend bien pourquoi cet objectif politique est affiché, mais si c'est pour générer une rareté foncière, et c'est le risque majeur, c'est celui qui va consister à ce que les prix fonciers, les coûts fonciers augmentent dans la production de logements. Or, il me semble à moi que les enjeux de la construction neuve aujourd'hui sont certes quantitatifs, mais surtout qualitatifs, et surtout d'accessibilité financière pour ceux qui vont les acheter, les louer, etc. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, le modèle économique de ce logement abordable dans une logique de foncier plus rare, il est à construire. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Cette quête permanente du foncier accessible et abordable, elle a remis en lumière justement le réaménagement des friches. Vous parliez de faire du neuf avec du vieux. Alors les friches, est-ce une utopie ou une opportunité ? Alors Philippe, je me tourne vers vous concernant les friches parce que c'est un sujet que vous connaissez bien. Il y a un risque d'explosion des friches ? Ça dépend de quoi on parle. Il ne faut pas oublier que la notion de friche, qui est d'ailleurs définie dans la loi, ça revêt, disons que c'est à considérer dans une acception vraiment très très large, parce que la notion de friche, on pense beaucoup à la friche industrielle, mais c'est aussi la friche hospitalière, la friche militaire, la friche, et surtout la notion de friche commerciale que l'on assume de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y a déjà 10 ans, moi je me souviens de la ministre du Logement à l'époque, Cécile Duflot, disait de toute façon, on sait bien que le potentiel foncier de demain, il est dans ces espaces-là. La remarque que je peux faire sur les friches, très rapidement, c'est d'abord on a un enjeu d'observation de ces friches, de compréhension. C'est pas si facile même d'agréger tout ce potentiel du local au national, etc. Il y a donc la diversité de ces friches et il y a un enjeu de modèle économique qui pour partie est trouvé. Alors évidemment, le ministère peut rappeler la mobilisation du fonds friche dans le plan de relance, etc. pour essayer d'aider à l'équilibre d'opération. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce fonds friche, on voit que 80% des friches sont dévolues à la construction de logements. Donc je sais qu'on parle ici devant des promoteurs et constructeurs de logements, mais on n'oublie pas qu'il y a une foultitude d'enjeux, et notamment l'enjeu de la réindustrialisation. Et donc, il y a tout un travail, des démarches nationales autour de ce qu'on appelle les territoires d'industrie, mais qui mobilisent aussi beaucoup, au plus haut niveau du gouvernement, pour essayer de réinvestir les espaces, justement, pour le renouveau du tissu industriel. Et puis, je voudrais dire, particulièrement sur la friche commerciale, moi qui m'invite à faire 2 remarques rapidement, on n'oublie pas que ZAN, en fait, le mot ZAN, on va le considérer comme un élément de langage, mais en soi, il n'existe pas dans la loi ZAN, zéro. La loi, elle dit absence d'artificialisation nette, dont on peut d'ailleurs discuter de la qualité rédactionnelle. Non, pas maintenant. Non. Mais je tiens juste à dire, parce que c'est assez important, que ça nous renvoie à la notion de désartificialisation. C'est ça le ZAN, c'est un équilibre entre les deux. Et parmi les espaces sur lesquels on imagine qu'il puisse y avoir de la reconquête nature, que ce soit pour biodive ou que ce soit pour l'alimentaire, etc. Et beaucoup d'élus pensent en ce sens, ou la revalorisation de la nature en ville, enfin, etc. Eh bien, parmi ces espaces qui sont ciblés pour la désartificialisation, bien au-delà des cours d'école qu'on peut faire, eh bien, c'est évidemment une partie de ces espaces de friche. Donc, l'équation est extrêmement compliquée. Et pour terminer, je dirais juste qu'elle interpelle tous les acteurs, c'est-à-dire l'expectative dans laquelle sont chacun d'entre vous, là, qui sont plutôt du côté de la construction, de l'aménagement, de la promotion, etc., autant que les élus, autant que tout le monde a trouvé un nouveau modèle, et notamment sur la requalification des friches, eh bien, il est bien des exemples où le modèle économique n'est absolument pas présent, absolument pas trouvé. Alors justement, Jean-Claude, que ce soit en réhabilitation ou en traitement de la vacance, quels modèles économiques sont viables ?
Vous avez 15 secondes, Jean-Claude. Donc je ne peux pas répondre. Non. Je peux pas répondre. Ce que je peux te dire, c'est que l'enjeu, c'est de faire tout. C'est-à-dire qu'on vient de lister un certain nombre de choses, de réaménager, de récupérer des friches, de réaménager des centres ou de restructurer des logements, de produire de façon plus dense là où on peut. On sait que les temporalités de production de logements sont extrêmement diverses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire assez vite, il y en a qui vont prendre très très longtemps. Beaucoup de réaménagement de friches, c'est des décennies. Mais si on ne l'engage pas, on se prive d'une partie des cartes. Donc la question, je ne réponds pas sur le modèle économique parce que je ne l'ai pas, mais je pense qu'il faut que tout le monde y travaille. En revanche, c'est jouer toutes les cartes. C'est ça qui est l'enjeu majeur. Et c'est comme ça qu'on fait pour répondre en attendant que ces friches, qui sont donc très très longues, j'entendais, à réhabiliter, c'est comme ça qu'on fait en jouant sur toute la carte pour répondre aux besoins plus immédiats. Et oui, parce que la question du logement, on sait bien que c'est à la fois de l'urgence, loger aujourd'hui tout de suite des gens qui ont un besoin extrême, et c'est se projeter dans le très long terme, parce que, encore une fois, la construction neuve, c'est 1% du stock de logement. Et donc, avant que la construction neuve révolutionne le parc de logement, il va falloir attendre pas mal d'années. Mais il faut le faire. En s'inscrivant dans la longue durée. Donc la question du logement, c'est toutes les durées qui doivent être cumulées et pensées en même temps. Et le mot de la fin, il sera pour Hélène. Oui, pour dire que vraiment le métier d'aujourd'hui et de demain par rapport à cet enjeu de la sobriété foncière, c'est la prospection foncière et le portage. Et on voit bien à quel point les établissements publics fonciers, là où ils existent, sont des outils, des opérateurs indispensables pour essayer de se projeter à moyen et long terme sur la requalification de la ville sur elle-même, avec, on l'a vu, des enjeux pour les friches industrielles, de dépollution lourde, de trouver déjà pollueur-payeur, celui qui éventuellement est à l'origine, de trouver les subventions permettant de remettre ces terrains sur le marché, etc. Mais la prospection foncière, elle peut aller chercher bien au-delà des friches visibles dans l'espace urbain, connues, identifiées, d'une usine dont on sait qu'elle a fermé depuis 20 ou 30 ans, qui parfois derrière elle a une mémoire ouvrière un peu lourde. Parfois, c'est compliqué pour un élu d'aller transformer un site qui a été le site majeur de production d'une ville, en particulier des villes moyennes, et je travaille beaucoup avec les villes moyennes sur ces sujets. Et donc, il faut aussi aller chercher dans des plus petits espaces de la ville constituée, sous une forme peut-être plus créative ou plus originale, comme je le disais tout à l'heure. Et alors nous, on propose dans le programme d'expérimentation que vous avez montré tout à l'heure, territoire pilote, qui se joue dans les villes moyennes, parce que les villes moyennes ont un enjeu particulier par rapport à la sobriété foncière. Je fais une petite digression, mais les villes moyennes, qui pourtant majoritairement ont perdu de la population depuis 20 ans, ont étalé 2 fois plus vite que les grandes villes leur urbanisation. Donc il y a un vrai sujet de changement de paradigme, mais il est lié, je boucle la boucle, au modèle économique. Il n'y a pas de modèle économique pour le renouvellement urbain dans les villes moyennes. Il n'y a pas de grandes opérations d'urbanisme comme on a à Nantes, à Lille ou à Bordeaux. On n'a pas de rentabilité des opérations de requalification urbaine. Et donc tout l'enjeu, il est d'arriver à trouver ces leviers de rentabilité, peut-être avec du portage plus long, peut-être avec des temps d'amortissement plus longs, peut-être avec des aides de l'État. Et c'est effectivement très fortement le cas aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance avec le fonds Friche, avec les fonds de l'ADEME sur la dépollution. Dans le cadre de la couverture des déficits d'opération, je rappelle qu'on a annoncé le prolongement de ces aides de l'État. Et donc, voilà, l'enjeu... Je dis juste une dernière chose, c'est important, vous avez fait perdre quelques minutes au démarrage. J'en rends 7. Une dernière chose qui rebondit sur ce qui a été dit par mes collègues, c'est que nous, on met en avant 4 enjeux pour la sobriété foncière qui sont parfois un peu contre-intuitifs. Le premier, c'est la renaturation et la végétalisation. On constate en particulier dans la ville moyenne que la qualité de l'espace public joue énormément sur la qualité et la dynamique du marché immobilier. Je peux donner un exemple à Niort avec la requalification d'un immense parking en centre-ville sur la place d'Armes en place de la Brèche, qui est aujourd'hui un parc qui attire au-delà même de l'agglomération. Et avant même de parler d'intensification d'usage, de densification des constructions, comme on le disait tout à l'heure, ou de transformation de bâtiments obsolètes, cette question de la qualité urbaine, elle est clé renaturer pour rouvrir des marchés immobiliers dans les espaces urbains existants. Merci infiniment. Je sais que l'exercice n'est pas simple d'accélérer et de faire le TGV. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on les applaudisse, Hélène, Philippe et Jean-Claude. Merci infiniment.